Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les fréquences de la radio-télévision nationale tchadienne. Nous recevons sur ce plateau le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, M. Saleh Kebzabo. Avec lui, nous allons échanger autour de la déclaration de politique générale du gouvernement d'Union nationale de transition présentée le 3 novembre dernier au Conseil national de transition et de quelques questions liées au sujet d'actualité. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Chérif, vous remercions d'avoir accepté d'être notre invité de la semaine. Le 3 novembre dernier, vous avez présenté le programme politique du gouvernement à la représentation nationale, un programme axé sur 5 priorités essentielles, conformément au cahier des charges du DENIS. Pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, que ce programme est exécutoire durant les 24 mois de transition? Je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir sur votre plateau. L'occasion pour moi de vous saluer, vous les deux qui êtes avec moi, au-delà de vous, tous vos confrères de l'ONAMA. C'est aussi l'opportunité pour moi de saluer tous vos téléspectateurs. Et j'espère que pendant le temps qui nous est imparti, nous pourrons approfondir les questions et surtout apporter un éclairage supplémentaire aux Tchadiennes, aux Tchadiens et à d'autres qui s'intéressent à notre pays. Si vous le permettez, je voudrais commencer par quelque chose de beaucoup plus léger. Allez-y. Depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai commencé à combattre les faux termes, les faux semblants et tout ce qui ressemble à du griotisme inutile. Je parle d'excellence. Ça ne correspond absolument à rien du tout. J'ai commencé à le dire à mes collaborateurs, puis à mes collègues ministres, et puis maintenant j'en profite là pour en parler devant vous, et là j'ai l'occasion que beaucoup de gens m'écoutent. Le terme excellence ne correspond absolument à rien du tout. Il est totalement galvaudé, puisque comme je l'ai dit, du président de la République en passant par le Premier ministre et en préservant le président dans ses fonctions et donc ce titre, mais à partir du Premier ministre jusqu'au CB, dans les villages, on dit excellence. Alors à quoi ça sert? Vous verrez que si dans l'exercice au quotidien, on essaie un peu de se passer de toutes ces expressions trop lourdes et qui ne reflètent rien du tout dans la réalité, ce serait une bonne chose. Et puis je crois que dans le futur, on a aussi sur ce chapitre-là d'autres combats à mener, combats entre guillemets, docteur, ainsi de suite, tout ça aussi, on a l'occasion de le voir. Mais cela étant, et pour être beaucoup plus sérieux, encore une autre précision, le dialogue a prescrit qu'on forme un gouvernement d'union nationale, point. Il n'y a pas le mot transition. Et ça, c'est important de le noter. Je dirige un gouvernement d'union nationale. Le dialogue nous a prescrit un certain nombre de décisions. Et nous savons que depuis que le dialogue est devenu souverain, on a ajouté que ces décisions étaient exécutoires. C'est-à-dire que le gouvernement qui est formé et qui est chargé de diriger la transition pendant les 24 prochains mois, moins déjà quelques jours, a l'obligation de rendre tout cela dans la réalité. Mais je voudrais quand même dire un mais à vous-même comme à toute l'opinion nationale. Et à vous en particulier, vous avez suivi le dialogue de bout en bout, vous avez suivi l'adoption du cahier de charges et vous avez vu comment il est lourd. Il est très lourd. Et lorsque nous voudrons respecter tout et dire qu'on va appliquer intégralement le cahier de charges, on va se tromper. On va se tromper d'objectifs, on va se tromper de travail et on n'atteindra pas les résultats escomptés. Donc c'est pour ça que, et vous l'avez vu d'ailleurs devant le CNT il y a quelques jours, nous allons procéder à quelques retouches pour réaligner tout cela dans une note beaucoup plus logique afin de privilégier ce qui est le plus important, du moins important,
d'urgent et du moins pour nous permettre d'avoir une lettre de voiture, comme on dit, beaucoup plus cohérente et surtout réalisable dans ce délai de 24 mois. Parce qu'en fait, pour résumer tout cela, on attend du gouvernement d'union nationale qu'il nous amène à bon port à l'issue de 24 mois, aller à des élections libres, transparentes, inclusives, sincères, avec tout le sérieux que nous devrions y mettre, parce que c'est ce que les Tchadiens attendent. Pour que celle ou celui qui sortira pour la présidentielle élu, que tous les Tchadiens oui, effectivement, cette élection est libre. Donc, pour une fois qu'on peut avoir cette mission qu'on voudra remplir, je pense que pour nous, c'est un challenge, c'est vraiment un motif qui va nous donner encore plus de punch, plus de volonté, plus de détermination dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on va faire. Tout le monde nous regarde. Les Tchadiens nous regardent. Et je crois que c'est cette interpellation-là qui fait que, oui, on va travailler à mener à bon terme les résolutions de notre dialogue national. Monsieur le Premier ministre, le programme politique du gouvernement est énorme. Et quelles sont les actions prioritaires? J'ai suivi sur les médias ce matin que vous avez un peu pas voulu hiérarchiser, parce que vous avez laissé en dernière position le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, quelles sont les priorités à court, moyen et long terme? Si on doit se livrer à cet exercice, on risque d'y passer beaucoup de temps. Et c'est pour cela que, me fiant au choix que j'ai fait déjà devant les conseillers l'autre jour et dans l'élaboration de la feuille de route également, on va prioriser les choses. On va, dans la réponse, essayer de faire en sorte que l'opinion comprenne pourquoi nous allons agir de la sorte. La priorité des priorités, c'est la paix et la sécurité, sans lesquelles rien ne peut être entrepris. Et pour cela, il faut se donner les moyens d'assurer la sécurité des Tchadiens. Aujourd'hui, je peux vous le dire, puisque je reçois les informations tous les jours, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de Tchadiens qui sont tués dans les bagarres, dans les problèmes quelconques, dans les disputes, dans je ne sais pas quoi. Dans ce pays, il y a trop de morts au quotidien. C'est déjà une raison de faire en sorte qu'il y en ait moins. Ça commence à être une culture. Et quand un comportement devient une culture, le combat devient difficile. Le réflexe du Tchadien aujourd'hui, c'est de tuer. Il faut arrêter. On va se battre contre ça. Mais c'est devenu un réflexe parce qu'il n'y a pas de sanction. Et quand il y a une sanction, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas respectée. Donc faisons en sorte que lorsque quelqu'un tue, qu'il soit effectivement arrêté, effectivement traduit devant les tribunaux, effectivement jugé et condamné, et effectivement qu'il purge sa peine. Je le dis avec une certaine facilité, mais je sais que c'est là déjà à ce niveau, c'est quelque chose de très difficile à faire, parce qu'on a acquis des habitudes, parce qu'on y reviendra sur un autre plan, mais parce qu'on ne respecte plus l'État. Quelque part, il n'y a pas d'État. Et à partir du moment où il n'y a pas d'État, mais dans un pays, quand l'État devient informel, comme je l'ai souvent dit, la tâche devient immense. Et donc, commençons par ça. Commençons par faire en sorte que dans notre pays, il y ait beaucoup plus de paix, de sécurité, qu'on se déplace d'un quartier à un autre, d'un village à un autre, d'une ville à une autre, dans le monde rural, essentiellement, que ça se passe dans la paix, dans la sécurité. Quand on va atteindre ce niveau-là, je crois qu'on va se satisfaire du fait qu'on a ramené les Tchadiens à vivre dans la paix. Quand on a engagé cette bataille, mais n'oublions pas tout le reste qui est immense.
Tout le reste qui est immense, c'est quoi? Ce qui en découle, ou en tout cas ce qui s'y colle, c'est le vivre ensemble, qui lui, a besoin aussi d'être repris. Vous avez vu, on a décrit tout cela au niveau du dialogue. Le vivre ensemble est devenu un problème dans notre pays. Parce qu'il a des implications sociologiques, comportementales, sociales, et tout ce qui en découle, ce qui fait que d'un héritage certainement du passé, peut-être lointain, mais sans doute proche, nous nous défions nous-mêmes. Nous nous défions, et c'est cette graine qui a été semée et qui aujourd'hui pousse d'une discorde nationale, pose problème. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se battre contre cela, parce que c'est un pan de la sécurité, la cohabitation entre nos populations. J'entends encore nos compatriotes décrire tout cela au dialogue, vous l'avez entendu. Le vivre ensemble pose aujourd'hui un gros problème entre les Tchadiens. Pourquoi? Grosso modo, on a développé tout cela pendant le dialogue, mais il faut qu'on s'y mette résolument pour qu'on réapprenne à vivre de nouveau ensemble. Et je crois que si on y arrive un temps soit peu, ça va être aussi un programme d'atteint, mais en tout cas, on l'entamera parce qu'on ne l'achèvera pas aussi facilement en 2 ans. Et ensuite, découlent maintenant toutes les autres questions socio-économico-politiques qui sont, j'allais dire, l'apanage d'un gouvernement. Lorsque nous avons gagné en paix, sécurité, en vivre ensemble, amélioré, mais on veut vivre décemment. Vivre décemment, c'est améliorer le quotidien. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire que très peu de Tchadiens mangent même une fois par jour. Il faut se battre pour que la question de la sécurité alimentaire ne soit plus une question qui n'a pas de solution. Et on va se battre pour cela. Je disais devant le CNT que j'ai honte quand on dit que nous n'avons pas à manger, quand on crie la faim, qu'on crie la faim et qu'on demande l'aide internationale, on tend la main de gauche à droite, les gens nous envoient, des gens de bonne volonté, c'est vrai, on va les remercier, nous envoient toute une série de vivres que nous partageons aux populations. Non, il faut que ça cesse. L'existence d'un pays, c'est d'abord son autosuffisance alimentaire. C'est ça, la notion d'indépendance, elle découle de là. Nous ne devons pas tendre la main à l'étranger pour demander à manger, quelles que soient les catastrophes qui s'abattent sur notre pays. Je ne sais pas si vous sentez le poids de l'engagement que je prends. Je le dis avec assurance parce que je connais le potentiel agricole de notre pays. Toutes ces plaines immenses non exploitées du Salamat. Tous ces polders qui ont des programmes depuis 50, 60 ans qui n'ont jamais été atteints dans la région du lac Tchad. Toutes ces plaines qui partent de Ngeli ici pour aller jusqu'au Mandoul, qui ne sont pas exploitées. Lorsque des étrangers voient ça, et en particulier nos amis chinois, quand ils voient ça, ils sont surpris. Ils disent, mais comment vous avez toutes ces terres-là qui sont riches, naturellement riches, on ne les met pas en valeur? On va essayer de les mettre en valeur. Mais il faudra qu'on parte maintenant de l'agriculture de subsistance traditionnelle à une agriculture beaucoup plus intense. Et on peut s'en donner les moyens. Je déplore tout simplement que beaucoup de milliards aient été mis dans l'agriculture ces dernières années sans planification réelle, mais uniquement comme ça, par le flair de vouloir bien faire, mais qui ne donne pas de résultats. Je l'avais critiqué à l'époque. J'ai dit, vous allez voir, tous ces tracteurs et autres qu'on est en train de distribuer, demain, ce ne seront que des épaves. C'est déjà le cas. C'est des épaves de tracteurs qui n'ont pas fait bouger les lignes dans le domaine de la production agricole. Et
Des experts, nous en avons. Des experts tchadiens, il y en a. On va bientôt les réunir pour leur demander de mettre au point un plan réaliste, réalisable, pour que dans les 2-3 années qui viennent, on ne crie plus à la famine. Et c'est important. Lorsque nous aurons atteint ce stade-là, je pense qu'on aura remporté une grande victoire. Le reste, évidemment, j'allais dire, pourrait en découler, peut-être pas. Mais les grandes questions, elles sont là. Sur le plan économique, comment faire en sorte que tout ce que nous faisons aujourd'hui de façon embryonnaire, alors que d'autres, même africains, ont pris des grandes longueurs d'avance sur nous. Notamment, je parlais du domaine industriel. Le tissu industriel tchadien est très faible. Je peux vous citer quelles sont les industries qui méritent d'être vraiment citées comme industries. Donc ça veut dire que ça ne représente pas grand-chose. Mais pour cela, il faut évidemment que la matière première existe. Elle est là, potentiellement. Mais pour la transformer, il faut un certain nombre de conditions dont tout ce qui entoure, en termes de sécurité physique, on en a parlé, maintenant sécurité judiciaire, sécurité ambiante, sécurité des investissements, et ainsi de suite, qu'il faut aussi prendre en main pour faire en sorte que notre pays puisse, par ses moyens, propres moyens, par ses industriels, par le potentiel de ces hommes d'affaires, pouvoir faire quelque chose, et que de l'extérieur aussi viennent de vrais investisseurs, parce qu'on aura réglé un certain nombre de problèmes de base dont l'électricité n'est pas le plus petit. C'est un objectif qu'on doit atteindre. Le chef de l'État l'a dit, au début de l'année prochaine, il faudrait que dans une ville comme N'Djamena, l'électricité soit pérenne et que les coupures intempestives, relèvent du passé. Vous ne pouvez pas vouloir engager le développement d'un pays avec l'inexistence de l'énergie, dont ensuite le prix même atteint des sommets mondiaux. Ce n'est pas possible. Donc je crois que ça aussi, c'est un objectif qui est jouable. J'ai tenu la semaine dernière une réunion avec tous les responsables du secteur de l'énergie. Nous avons épluché tous les dossiers en cours. Nous savons maintenant, avec un engagement politique, nous savons que nous pouvons nous en sortir. Mais il faut éviter de travailler avec des vendeurs d'illusions. Et c'est ça aussi ce qui mine notre pays. L'affairisme l'a emporté sur tout. Et si vous additionnez en termes de dépenses d'une part, en termes de production énergétique promise d'autre part, tous les engagements qui sont passés ces dernières années, on serait même peut-être le premier producteur d'Afrique. Or, nous sommes au niveau zéro. Parce que les affaires, dont on aura à parler peut-être un peu plus tard, sont venues l'emporter dans ce domaine-là. Dans votre présentation devant le CNT, vous avez mis un accent particulier sur la sécurité intérieure et la justice. Comment expliquez-vous ces deux priorités? Je viens d'expliquer la sécurité. J'explique la justice. La justice, c'est le socle de la société. Un pays qui a une justice chancelante, branlante, ne peut pas avancer. La justice, c'est l'instrument qui permet à tous les citoyens d'un pays de se sentir égaux devant la loi. Donc ce phénomène-là, il n'existe pas au Tchad. Et c'est pour cela que, s'agissant justement de la justice, je me suis battu. Et hier, j'ai tenu une réunion avec les magistrats qui sont en grève depuis 2 mois. Nous sommes parvenus à une solution qui n'est pas satisfaisante pour tout le monde, ni pour eux, ni pour nous, à 100%, mais qui l'est pour permettre de faire en sorte que les magistrats reprennent le travail d'ici à mardi au plus tard. Et j'espère que vous savez ce que ça libère comme énergie contenue ou comprimée. Une grève de magistrats pendant 2 mois dans un pays, c'est du jamais vu, ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça dans le monde. Mais peut-on accuser nos magistrats d'avoir fait plus de 2 mois de grève? Je dis oui et non, mais l'essentiel, c'est de comprendre leurs préoccupations. Et comme je leur ai dit, les magistrats, ce ne sont pas des ouvriers. Les magistrats, c'est le 3e pouvoir. Et donc, ils sont partie prenante
dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ils ne peuvent donc pas enfreindre tout cela, porter atteinte à ce que nous sommes en train de faire. Ils l'ont compris. Nous aussi, on les a compris. On a trouvé un terrain d'entente. Ils vont reprendre le travail. Donc, c'est pour vous dire que la justice, c'est un élément important dans la vie d'un pays. Et nous espérons tout simplement que, et ça, j'ai dit ça à nos amis magistrats, nous espérons que dans ce domaine-là, dans le secteur de la justice, il y aura moins de problèmes, il y aura moins de corruption. Des magistrats corrompus et corruptibles, il faudra qu'on passe une éponge dessus. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, le problème de corruption, on en reparlera peut-être, je serai intraitable. Mon gouvernement sera intraitable. C'est une des questions qu'on va prendre en main pour que la corruption qui gangrène ce pays, tous ces problèmes de détournement, de pillage à ciel ouvert de nos petites richesses au profit d'une poignée d'individus, ça doit cesser. Si ça ne cesse pas, ça veut dire que vraiment le pays là est foutu pour toujours. Mais je ne le crois pas. Je crois qu'on va, dans ce domaine, donner l'exemple. S'il y a des cas avérés, comme l'a dit le dialogue, de détournement, de pillage et autres activités nocives, la justice fera son travail. Une justice qui sera vraiment extirpée de ces mauvais éléments et qui va donc dire la loi dans notre pays, dire la loi, une loi qui va être respectée, parce qu'elle aura été dite par des voix qui sont justes et qu'elle sera donc appliquée dans toute sa rigueur. Et c'est l'occasion pour moi de redire ce que j'ai dit devant les conseillers il y a quelques jours. C'est ces activités qui minent le développement du pays, l'avenir du pays. Parce qu'une poignée, une catégorie de Tchadiens très restreinte a pris ce pays en otage et est en train de le piller. Systématiquement, ça va s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et j'espère que la voix qui est la mienne sera entendue. Et qu'en tout état de cause, c'est un engagement là aussi que je prends. Et vous verrez que lorsque quelques exemples auront été donnés, ça va s'arrêter. Parce que même maintenant, les gens continuent de voler. Ils essayent de voir comment est-ce qu'on va réagir. Mais maintenant que notre programme a été adopté par le CNT et que notre machine a redémarré pour que, comme je l'ai dit aussi là-bas, l'État soit plus respecté, parce que c'est ça l'autre volet de la question. Nous sommes dans un pays où l'État est informel. Mais il faut donc le reformaliser, de faire en sorte que l'État soit respecté, qu'il retrouve toute sa place et tous ses lustres pour que plus jamais personne n'ose défier un État. Nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui, et là aussi, on va s'y mettre. Vous me regardez avec l'air de dire que, mais dis donc, il en a du travail. Hein. Oui, je conviens qu'il y a du travail et que nous allons nous y atteler avec la foi qui nous anime, c'est-à-dire l'amour de notre pays, la détermination qui est la nôtre de mener ce combat jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il y a des Tchadiens qui ont détourné par le passé. Oui. Et quel est leur sort actuellement avec votre gouvernement? Là où je suis un peu embêté, et la question que j'avais posée, c'est vrai, pas publiquement au niveau du dialogue, mais en préparant le dialogue, j'avais posé ce problème. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont volé, tué, pillé jusqu'au dialogue? On aurait pu régler cette question en disant, bon, est-ce qu'on va passer notre temps à la chasse aux sorcières, à savoir, on va fouiller dans le passé? Moi, je ne suis pas pour cette option. Parce que si mon gouvernement s'aventure à vouloir prendre cette direction, mais on va passer notre temps à régler des comptes. Ce n'est pas là qu'on nous attend. On nous attend dans la paix, la sécurité, le développement et les institutions. C'est là qu'on nous attend. Donc moi, je ne vais pas passer mon temps à regarder derrière. Le rétroviseur, là, il est cassé. Moi, c'est devant que je regarde. Et en disant cela, je mets la barre très haute. Ceux qui vont continuer de voler, parce que les voleurs, là, c'est toujours un ancien voleur. Ceux qui vont continuer de voler maintenant, là, ils savent à quoi ils s'attendent. Ce n'est pas une simple dénonciation pour que 2-3 mois après, vous les voyez encore dans la rue en train de vous narguer. Ça ne se passera plus. Ça, c'est un engagement. Et, parlant de votre rencontre hier avec le magistrat, que peut-on retenir de l'accord signé hier avec les magistrats?
Nous nous sommes entendus sur un premier point qui a fait blocage. Ils ont demandé qu'on relève de 50% les avantages qu'ils perçoivent. Ça a l'air énorme. Mais ils nous ont fait la démonstration, chiffre à l'appui, que c'est en fait une proportion minime de magistrats qui sont concernés par certaines hausses et qu'au total, ça fait à peine 1 milliard. Est-ce que nous sommes capables de l'assumer pour faire en sorte que la justice reprenne son travail, oui ou non? C'est important. La discussion avait commencé avant moi. Le gouvernement avait proposé 20%, ils ont refusé. 30%, ils ont refusé. 32%, je crois. Non, 33%, ils ont refusé. Et hier, dans une discussion qui était très longue et même fatigante, nous avons fini par obtenir qu'ils acceptent 35% sur 50%. Le gap de 15% va ensuite, dans les semaines qui viennent, être négocié pour un rééchelonnement dont je ne connais pas la durée, mais qui va être réglé dans des réunions communes avec eux. Il y avait aussi le point d'indice. Je crois qu'aujourd'hui, ils veulent qu'on passe de 1800, je crois, à 2900. On leur a dit, c'est énorme. On va être à peut-être 75% de hausse. C'est légitime de le réclamer, mais ce n'est pas légitime de l'obtenir immédiatement. Nous sommes d'accord, on va le faire. Nous sommes d'accord. Et là aussi, une commission va se réunir pour étudier le rééchelonnement de tout cela sur une période que je ne connais pas. Mais sur le principe, voilà ce qu'on a obtenu, qui fait la signature, qui a fait l'objet de la signature, étant entendu qu'on va créer une commission bipartite, qui va donc nettoyer tout cela et mettre en place les mécanismes qui vont devoir régir les problèmes définitivement. J'insiste sur le fait que pour le syndicat des magistrats, il y en a 2. C'est un pas important qui a été fait. Mais ils ont fait preuve de patriotisme. Comme je leur ai dit, ils ne sont pas des ouvriers. C'est quand même le 3e pouvoir. Ils ne peuvent pas contribuer à bloquer la situation de la justice au Tchad, comme on l'a vu depuis quelques mois, avec toutes les conséquences que l'on connaît. On n'imagine pas les conséquences d'une justice bloquée pendant des semaines. Non seulement il y a des prisonniers qui doivent être libérés et qui ne le seront pas, il y a des contrats qui ne peuvent pas être honorés sur le plan international, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'implications dans la justice. Il était important qu'on ait pu obtenir cet accord. Et les magistrats vont rendre compte à leur base dès lundi. Et je ne doute pas que leur base aussi comprendra que nous avons dans ce gouvernement d'union beaucoup d'engagements. Des engagements financiers importants. Vous prenez le cas du CNT, qui va doubler ses effectifs. Je ne sais pas si vous voyez la culbute que ça fait dans beaucoup de domaines. Toutes les institutions nouvelles à créer, tout le cadre nouveau qu'il faudra mettre en place pour aller aux élections, et ainsi de suite. Parce que je n'avais pas fini tout à l'heure de citer les priorités. Il faut préparer les élections. Les sujets phares que vous avez suivis vous-même au dialogue étaient essentiellement, par exemple, la fédération. Nous sommes tombés d'accord qu'il faudra organiser un référendum pour que les Tchadiens disent ce qu'ils veulent faire dans la fédération ou pas. Donc ça va se faire. Il faut donc rédiger une nouvelle constitution. Mais avant tout cela, il faut réécrire toutes les lois qui ont régi le processus électoral jusqu'ici et arriver donc à un nouveau recensement. Tout cela ne peut pas se faire en quelques semaines ou en quelques mois. Ça prend du temps, mais nous ferons en sorte qu'on puisse honorer cet engagement et que tout se passe dans les délais. On aura un chronogramme très rigoureux qu'on va suivre qui va nous amener jusqu'aux élections, à l'élection présidentielle, au terme, peut-être avant, des 24 mois.
Le 20 octobre dernier, notre pays a connu un événement douloureux avec les manifestations de certains partis politiques et de la société civile. Manifestations soldées par la perte en vies humaines et en matériel. Alors, quelle lecture en faites-vous et comment le gouvernement gère-t-il cela? Je voudrais d'abord m'incliner devant tous ces morts. On dit une cinquantaine. Mais c'est trop de morts. Pour un pays comme le nôtre, c'est trop de morts. Y eut-il un seul mort? Je veux dire que ce n'est pas normal. Et qu'on en ait une cinquantaine, je répète que c'est trop. Je ne vais pas être très long là-dessus. J'en parlais avec un de vos confrères avant de venir ici. Je lui ai expliqué que tout cela, ça relève de la folie humaine. La folie humaine, et tous les êtres humains en sont dotés, mais certains de façon exponentielle, comme c'est le cas ce que nous avons vécu. Des gens qui, par goût du pouvoir, ont pu embrigader, ont pu entraîner des milliers de jeunes qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, où ils allaient, pour commettre les méfaits qu'ils ont commis, pour commettre les crimes qu'ils ont connus. C'est ça qui est criminel. Quand on se dit démocrate, mais on respecte les lois de la démocratie. On ne peut pas organiser, comme ça s'est passé le 20, une entreprise de conquête du pouvoir par une expression populaire armée. Non, ça ne se fait pas. Et je suis surpris que les premiers moments passés, on parle de marche pacifique, des gens aux mains nues, et ainsi de suite. Je suis surpris que 2 semaines après, qu'il y ait encore des gens qui parlent de marche pacifique avec des manifestants aux mains nues. Quand c'est des Tchadiens qui le disent, et pas n'importe quel Tchadien, comme je l'ai vu jusqu'à ces jours-ci encore, je dis que ou ils sont eux-mêmes dans le complot, ils refusent de reconnaître que ce n'était pas une marche, ou bien ils ont un esprit obtus qui refuse de reconnaître la réalité. La réalité, elle est celle-là, il n'y a pas eu de marche. Y eut-il une tentative de marche, même qu'on doit accepter qu'elle a été interdite? Et violer la loi en venant violer une manifestation interdite entraîne des dérapages. Et en l'espèce, ce n'était pas une marche. Une marche part d'un point A à un point B avec un itinéraire qui est tracé. J'ai défié quiconque partisan de ces gens qui ont organisé cette manifestation de me dire où est le point de départ. Il n'y en avait pas. Tout de suite, là encore, un habitant de Farche me disait que mais à Farche, ça a commencé avant minuit. Voilà, les marcheurs de minuit. Les marcheurs de minuit, comme il dit à l'Assemblée, mais ça c'est des diables. Mais les diables, avec ce qu'ils ont comme conséquence, voilà, 2h du matin, 3h, 4h du matin, coup de sifflet partout, rassemblement, voilà le résultat. Mais eux, ils ont minutieusement préparé ce coup. Il n'a pas du tout été improvisé. Et comme on l'a dit, et je le maintiens, il y a des jeunes qui ont été formés à la guérilla urbaine. Parce que leur mode opératoire que nous avons vu n'est pas aussi simple, n'est pas aussi amateur que cela. C'était presque du professionnel. Lorsqu'ils sont préparés dans les différents garages jusqu'au marché sans fil, comme on l'appelle, à collecter les billes sorties des voitures, c'est maintenant seulement qu'on comprend pourquoi. Quand vous me verrez en train de collecter des billes, vous allez dire « Ah, c'est pour aller donner à ses enfants pour s'amuser ». Là, c'est le lance-pierre. Tentez l'exercice, une bille dans un lance-pierre, lâchez et vous verrez le dégât. Sur une voiture, c'est évident. Sur la tête de quelqu'un, c'est évident. Et donc, ils étaient armés. Ils étaient armés de ces billes, ils étaient armés de machettes, ils étaient armés de bâtons, ils étaient armés de flèches, pas beaucoup, mais ils étaient armés. Ils ont cassé le commissariat de Walia pour en retirer des armes. Les armes ont disparu et elles ont servi. Je ne dis pas tout cela pour justifier quoi que ce soit du côté du gouvernement. Je dis cela pour dire, pour affirmer, réaffirmer, soutenir une vérité qui est intangible. Ces gens-là,
avait l'intention de prendre le pouvoir par des moyens comme ceux que je suis en train de décrire. Ça s'est répété, on a dupliqué cela à Bongor, ça n'a pas eu d'effet quelconque, ça a été fait très rapidement. À Moundou, qui était le centre qui a vraiment connu le plus de problèmes, où des gens ont été tués de la façon la plus simple qui soit, tués, dépecés en morceaux, ils l'ont fait, cibler des communautés d'autres régions. Voilà les conséquences excessivement graves de ce qui s'est passé le 20 octobre. Le gouvernement est resté malgré tout très serein. Et vous pouvez en témoigner. Dans la conférence de presse de l'après-midi du 20, j'ai annoncé un certain nombre de mesures qui sont, somme toute, des mesures tout à fait normales. Suspension des partis politiques et des associations qui ont soutenu cette machine funeste et macabre. On n'a pas fait ce qu'on devait faire, à savoir arrestation des responsables. On aurait dû le faire immédiatement. Mais on ne l'a pas fait, parce qu'on a voulu respecter la loi. On a confié le dossier au procureur. Le procureur va mener son enquête en toute tranquillité, mais on vient lui rappeler quand même en toute urgence pour que les gens attendent les résultats de cette enquête pour voir qui est responsable, même si on le sait, même si on connaît les responsables, qui doivent être entendus par le juge d'instruction. Et puis la décision qui va s'en suivre de l'inculpation et la traduction devant les tribunaux et le jugement et la sanction qui va s'en suivre. Je dis que pour une fois, on va aller jusqu'au bout de l'opération. Parce que jusqu'ici, avec des interventions politiciennes, on arrivait jusqu'à la moitié du chemin. Non, bon, vraiment, non, on libère. On a tellement fait ça que voilà les conséquences. Ils s'attendaient certainement à ce que, comme maintenant, là, on va pas les arrêter, on ne va pas les libérer, on ne va pas... Non, on va les arrêter, on va les juger. Le juge sera libre de la sanction qu'il prononcera. Mais en tout cas, on ira jusqu'au bout. Y compris pour les partis politiques et les associations qui sont fourvoyés dans cette histoire, qui aussi devront payer pour leur mauvais comportement. La démocratie, c'est ça aussi, c'est la responsabilité. Toujours en lien avec les événements du 20 octobre dernier, des voix se sont levées pour dénoncer la détention de plusieurs personnes arrêtées à la haute prison de sécurité de Korotoro. Confirmez-vous cela? Si oui, combien sont-ils exactement? Oui, les forces de l'ordre ont eu à transférer à Korotoro quelques centaines d'individus, soit pris sur les faits, soit sur dénonciation, soit sur dossier, comme on dit. Mais est-ce que tout cela s'est passé dans des conditions normales ou pas? Je dis souvent pas. Parce qu'on était dans une situation telle que on n'avait pas le temps de s'arrêter, de réfléchir, de faire dans les normes, ainsi de suite. Il y a eu certainement des atteintes aux droits de l'homme, ça je ne le nie pas. Mais les forces de l'ordre ont été rappelées à l'ordre très rapidement. On les a interpellés pour leur demander de respecter le droit dans ce qu'ils sont en train de faire. Je n'ai pas reçu le dernier rapport sur la situation des personnes qui sont arrêtées, mais on était à plus de 500 personnes arrêtées, et non pas des milliers comme je l'ai entendu ou lu quelque part. 500 c'est trop, bien sûr, mais 500 c'est rien du tout, c'est des milliers qui avaient envahi nos villes et nos campagnes. Et donc là aussi, j'ai instruit le ministre de la Justice que tout cela se passe rapidement. C'est sûr que tous ces jeunes qui ont été arrêtés ne sont pas tous responsables. Aurait-il pu d'ailleurs être responsable qu'il faut aussi là aussi avoir l'esprit de discernement pour savoir jusqu'à quel niveau ils sont responsables, partiellement ou pas, totalement ou pas. Et le juge, au fur et à mesure, va donc trier tout cela et dire le droit. Mais je pense, moi, en tant que responsable politique, qu'il ne faut pas que cette situation dure trop longtemps. Il y a des familles qui ne savent pas si leurs enfants sont en vie ou pas, s'ils sont à Korotoro ou ailleurs. Je suis interpellé tous les jours par des gens qui savent qu'ils peuvent m'interpeller. J'ai même des parents qui m'ont interpellé parce que tel enfant, depuis le 20, on ne l'a plus revu, est-il vivant, mort ou pas? Ceux qu'on n'a pas revus ne sont pas forcément morts, parce qu'on a quand même géré tout cela au niveau des hôpitaux, donc on a eu le temps de les identifier.
c'est possible que par une mégarde quelconque, on n'ait pas pu identifier d'autres, mais globalement, je voudrais rassurer les parents, globalement, dans la semaine qui vient, on aura un éclairage plus grand et on sera avancé sur le sort de ceux qui sont aujourd'hui détenus. Peut-être avant de laisser la parole à Hinda, la communauté internationale menace des sanctions contre le Tchad. Qu'est-ce que le gouvernement a pris comme disposition pour bien expliquer les événements? Le gouvernement a fait un dossier, le ministre de la Communication a sorti en quelques jours un dossier remarquable que vous avez peut-être vu, réunissant toutes les preuves de ce que nous sommes en train de dire, pour démontrer qu'il n'y a pas eu de marche. Ceux qui, aujourd'hui encore, il y en a, parlent de marche pacifique avec des gens aux mains nues, c'est des gros menteurs, y compris à l'international. Il y a, je ne sais pas, un individu là, qui est aux Nations Unies, à la Commission des droits de l'homme, chargé de je ne sais plus laquelle des sections des droits de l'homme, qui a dit des choses inouïes sur ce qui s'est passé. Qu'on a des milliers d'arrestations, des centaines de décès. Ils ont grossi démesurément et de façon volontaire pour noircir ce dossier et noircir le Tchad. Parce que le complot que nous avons vu, il a des tentacules à l'extérieur. Et donc ceux qui sont parmi les commanditaires, et comme ils ont une voix qui porte plus que la nôtre, ont pu faire passer ce message qui est resté scotché à ces gens-là. Ils ne veulent pas se départir de ce que nous disons qui est la vérité, parce que nous n'avons aucun intérêt à mentir sur ce dossier où nous ne sommes peut-être pas blancs comme neige, mais où en tout cas nous ne sommes pas aussi noirs, excusez-moi de le dire comme ça, que les gens veulent le présenter. À tel point que hier encore, je crois, ou avant-hier, avec les Américains qui sont venus me voir, hier, je crois, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et le président de la commission de la CEAC sont venus, on en a discuté. J'ai dit, par rapport à la commission d'enquête internationale, commission indépendante, je leur ai dit que le Tchad adhère parfaitement à cela. Et nous, on veut que ça se passe dans les meilleurs délais, très rapidement, pour que certains éléments de preuve ne disparaissent pas. Donc, vous voyez jusqu'où on va. Nous acceptons qu'une commission indépendante, internationale, d'enquête vienne dans notre pays faire la lumière sur cette affaire. Et j'espère qu'après cela, beaucoup de bouches, beaucoup de voix vont se taire. Parce que la réalité, elle est celle que nous disons, et pas autre chose. Monsieur le Premier ministre, à quand la libération des prisonniers de guerre annoncée par le président de transition à la fin du dialogue? Je suis à l'aise là pour répondre à cette question parce que il y a à peine 48 heures encore, j'en parlais avec le président de transition qui m'a tout simplement répondu que c'est une question qui est au niveau du gouvernement. J'en ai pris acte. Et donc, on va, dès le début de la semaine prochaine, enclencher le mouvement pour rendre dans les faits la réalité de ce que nous voulons faire. Je suis en train tout juste de vouloir m'entourer d'un certain nombre de procédures et de questions de droit, mais je le verrai. Je le verrai d'ici le début de la semaine, parce que faut-il impliquer la Croix-Rouge internationale, par exemple, ou pas? C'est ce que moi j'aurais souhaité faire, pour qu'il y ait quand même un observateur extérieur qui vienne voir que nous sommes en train de faire cela dans les normes du droit, et que très rapidement nos compatriotes puissent recouvrer leur liberté. Il faut tout simplement espérer qu'ils ne vont pas traverser la ville N'Djamena pour repartir encore en rébellion. J'espère qu'ils ne le feront pas, mais en tout état de cause, la décision a été annoncée, elle sera suivie des faits, elle le sera tardivement, je le reconnais, mais on va s'y atteler très rapidement pour qu'on les mette en liberté. Et votre gouvernement entend-il relancer les négociations avec les politico-militaires non signataires de l'accord de Doha, les partis politiques et les autres associations de la société civile? C'est une des prescriptions du dialogue. Tout ce qu'on est en train de dire par rapport au 20 octobre découle de cela.
la plupart des acteurs du 20 octobre sont ceux qui ont refusé d'aller au dialogue, qui ont rejeté l'accord de Doha et qui ont voulu s'exprimer autrement. Moi, j'ai passé 5 mois à Doha, donc en la matière, je crois savoir de quoi je parle. Il y a des organisations qui ont refusé de signer l'accord, qui sont restées encore dans la culture d'avant le dialogue ou le pré-dialogue et qui ont souvent été victimes, on les a roulés dans la farine ou dans la poussière, où on leur fait signer des accords qu'on ne respecte pas. Nous, on a pris l'engagement. Le gouvernement a pris l'engagement. Le chef de l'État a pris l'engagement que l'accord de Doha sera scrupuleusement respecté. Ce matin encore, j'ai tenu une longue réunion avec les ex-politico-militaires dans mon bureau pour voir un certain nombre de questions pratiques qui les concernent et surtout la mise en route du DDR, qui est l'aspect le plus important de l'accord de Doha. S'il n'est pas encore mis en application, s'il n'a pas encore démarré, c'est parce que c'est une machine excessivement lourde, complexe et chère. Il faut donc s'assurer d'un certain nombre de considérations et de participation extérieure à cela, parce que le Tchad seul ne pourra jamais le faire. L'essentiel, je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. On va faire en sorte que l'accord de Doha soit respecté et que, pour ceux qui n'ont pas signé l'accord, les contacts qui sont actuellement en cours soient maintenus, que ce soit par nous-mêmes directement ou par les amis du Tchad, que sont la communauté internationale qui est en contact avec tous ceux qui n'ont pas signé l'accord ou tous ceux qui, étant ici, n'ont pas participé au dialogue pour renouer le fil de la discussion afin de nous amener à une entente. Moi-même, personnellement, je suis en contact avec certains opposants armés pour leur expliquer que le contexte n'est pas le même et qu'il faut s'engager, il faut s'y engager, il faut que le Tchad nouveau que nous voulons construire sous le sigle de la refondation, il faut que ce soit une réalité. On ne peut pas prétendre aujourd'hui faire de la refondation dans notre pays avec des hommes armés par-ci, d'autres par-là, certains même à l'intérieur du pays, comme dans la région de Korbol. Ça ne peut pas continuer. Il faut donc qu'on se donne les moyens, y compris de persuasion pacifique, et surtout pour les amener à nous rejoindre. Justement, parlant de Doha, Monsieur le Premier ministre, où en sommes-nous en ce moment et avec précision avec les recommandations concernant les DDR? C'est ce que j'ai effleuré tout à l'heure. Dans l'accord de Doha, vous avez 3 types de commissions qui doivent être créées. Nous avons fait notre part du travail. On attend que les ex-politico-militaires fassent leur et la communauté internationale aussi, pour que tout cela soit mis en harmonie et en musique, afin de démarrer réellement le processus de DDR, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aspect le plus lourd et le plus important de cet accord. Le DDR, en quelques mots, c'est quoi? C'est la démobilisation des combattants. Il faut, si on respectait réellement l'accord, il faut qu'on ait par mouvement, que chaque mouvement nous donne la liste de ces combattants, leur localisation, pour nous permettre de faire un recensement. Et c'est pas, quand je dis nous, ce n'est pas le gouvernement. Le DDR a un aspect quand même international aussi, et il faut qu'il soit recensé de façon biométrique pour qu'on évite tout ce qu'on a vécu par le passé. Il faut qu'on se mette d'accord sur leur lieu d'implantation à l'étranger, demain à l'intérieur du pays, et tout cela sous observation internationale, et dans le cadre de la réforme de l'armée, qu'on voit comment est-ce que leur réinsertion dans l'armée ou ailleurs peut être possible, parce que tous n'ont pas vocation à être des militaires. Ils ont certes été de brillants combattants, mais demain, ils voudront retourner à la vie civile, peut-être, sans doute. Et donc, tout cela, c'est un processus assez lourd, assez long, et ne pensez surtout pas que
le DDR peut être géré en 1 an ou en 2 ans, c'est pas vrai. Le DDR va aller au-delà de 5 ans, parce que ça demande aussi une mobilisation importante des moyens. Et ça sous-tend aussi la réforme de l'armée. Parce qu'on ne peut pas continuer avec la même armée pour absorber ceux qui vont venir de cette façon-là. Monsieur le Premier ministre, dans votre réponse lors de la présentation du programme politique, vous avez déclaré que les médias publics ne jouent pas objectivement leur rôle et que pour cela, que les réseaux sociaux ont pris le dessus. Que voulez-vous dire exactement par là, monsieur le Premier ministre? Donc, vous n'avez pas compris. Moi, je vous renvoie la question. Vous avez compris ou pas? Je veux que vous nous expliquiez davantage, monsieur le Premier ministre. Mais moi, je voulais que vous expliquiez ça pour moi. Nous sommes des amis. Quand on est des amis, là, on peut se dire la vérité, non? Vous vous rappelez votre première émission de la Nouvelle Ère? Quand j'étais invité, j'ai dit « Ah, ça va enfin changer. Même des gens comme nous, là, on pourra enfin être suivis à la télévision nationale tchadienne. » Là où des censures, des formes de censure parfois... j'aime votre sourire. On entend la voix de quelqu'un, on ne le voit pas. On passe de façon furtive sur sa tête et puis on continue. Non. Non, je vous l'avais dit la dernière fois et je continue de le dire. Étant aujourd'hui chef de gouvernement, ma voix est différente. Je vous invite à travailler de façon professionnelle. Je m'entends bien quand je dis ça. Lorsque le chef de l'État fait une déclaration aussi importante soit-elle, et d'ailleurs il ne parle jamais pour rien, c'est toujours important quand il parle, et que vous passiez ça pendant une journée entière, ça part, ça revient, ça part, ça revient, en arabe, en sara, je ne sais pas quoi, pendant une journée. Vous croyez que vous aurez un téléspectateur avec ça? Vous repassez une fois, 2 fois, je zappe, je continue, je cherche ailleurs. Ça, ce n'est pas professionnel. C'est un comportement plus que partisan et plus que zélé. Ça relève même du griotisme. Je ne veux pas que vous fassiez ça. Je veux que vous soyez de bons professionnels, de bons journalistes. Et il y en a ici, à l'ONAMA. Il ne faut pas les enfermer dans des placards et que ce soit seulement les griots qui aient droit à la parole. Non. Soyez professionnels. Faites votre travail de façon professionnelle. Et parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus seul, nous pouvons aller regarder ailleurs. C'est ce que moi, personnellement, je fais. Je préfère aller suivre une autre chaîne de télévision plutôt que la vôtre. Parce qu'au moins ailleurs, même l'information est traitée de façon plus professionnelle que chez vous. Vous vous contentez de plaquer, de jeter comme ça l'information sans l'exploiter de façon rationnelle et professionnelle en la mettant à la pâture comme ça. Non, personne ne vous suivra. Ça n'intéresse personne ce que vous faites. Et je dis qu'il y a la concurrence aujourd'hui. Il y a, je crois, 4 chaînes de télévision. Pour ne parler que de la télévision, vous de la radio, il y a combien de radios privées? Vous ne voulez même pas savoir. OK. Mais il y en a beaucoup. Et beaucoup de gens préfèrent aller écouter, je ne les citerai pas, donc je ne fais pas de la publicité pour les radios. Les gens vont préférer regarder les autres, à écouter les autres radios ou suivre les autres chaînes de télévision qui sont plus professionnelles que vous, qui ne sont peut-être pas très professionnels. Il y a encore du travail à faire, mais qui sont plus professionnels que vous. C'est un appel au professionnalisme que je fais, tout simplement. Et personne ne vous le reprochera. Vous voulez rester toujours directeur ou sous-directeur, faites ça de façon professionnelle. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez perdre votre titre. Mieux, c'est ça qui fera que vous allez gravir les échelons. C'est à ça que moi je veillerai. Et je le dis aux responsables de l'ONAMA. Il faut arrêter le népotisme, en un mot, dans les nominations qu'on fait dans votre maison ici. Il faut que la gestion soit plus transparente, que vous fassiez votre travail normalement, que vous n'alliez pas, comment ça s'appelle, l'invité de la semaine d'aujourd'hui, ne vous sentez pas obligé de diffuser, de rediffuser, de repasser, et ainsi de suite. Non. Faites-le de façon professionnelle, ça veut dire quoi? Vous l'avez passé une fois, vous le repassez une deuxième fois, peut-être. C'est ce qui se fait à l'invité de la semaine. Pardon? C'est ce qui se fait à l'invité de la semaine. Mais par contre, maintenant, au niveau du journal, il faut qu'on reprenne cela.
Parce que dans ce que j'ai dit, j'ai peut-être dit certaines choses que vous pouvez apprécier d'importantes, ou j'ai dit une bêtise quelconque, par exemple, vous pouvez relever. Vous dites, voilà, le Premier ministre, là, il raconte n'importe quoi, voilà ce qu'il dit. C'est ça, être professionnel. Mais on ne vous demande pas de diffuser cela, et de le rediffuser, de le dupliquer, ainsi de suite, sans un commentaire, sans journalisme. Non, où est le travail du journaliste là-dedans? Je vous demande d'être journaliste professionnel. Oubliez les nominations qui vont tomber, ou bien les renvois qui vont s'en suivre. Non. Si vous faites bien votre travail, je pense que vous serez récompensé. Je voudrais que la chaîne nationale soit véritablement le reflet de notre pays, c'est-à-dire l'excellence. Qu'on fasse en sorte que même les voisins nous écoutent, nous suivent. C'est ça la fierté que je voudrais porter. Que les Congolais, que les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais sachent qu'à 20h, là, c'est la télé du Tchad qui fait de bonnes analyses, là, on va écouter. C'est ça ce que je voudrais pour vous. Mais quand on va y arriver, je crois que vous en serez récompensés, mais sinon, j'ai peur que les auditeurs eux-mêmes, les téléspectateurs, nous allons les monter contre vous, parce que c'est leur argent. C'est notre argent, nous, là, y compris vous-même, d'ailleurs. Les redevances qui vous permettent d'engranger des milliards pour fonctionner, il faut qu'on sache que ça sert à quelque chose. J'ai une petite idée derrière la tête pour changer le mode de fonctionnement des organes publics. Je le dirai le moment venu. Mais je pense qu'il faudra impliquer la société civile, les organisations professionnelles, dans le conseil d'administration de l'ONAMA pour que cette ouverture-là soit une réalité et non pas quelque chose qui est accaparé par le gouvernement alors que c'est l'affaire de tout le monde. Si on peut, du point de vue de la mécanique intellectuelle, arriver à comprendre qu'un organe public, il est réellement public. Le mot public veut dire quoi? Le mot public veut dire que c'est pour tout le monde et non pas pour une partie uniquement des citoyens. Le mot public ne veut pas dire que c'est gouvernemental. Non. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. À travers vous, tous les autres journalistes de l'ONAMA, c'est ce que je vous invite à faire. Et par rapport, je dis que c'est par rapport même à la concurrence. Je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir largement là-dessus, mais cette presse privée-là aussi, on va de plus en plus l'inviter à l'excellence. Parce que moi, dans mon schéma, en tout cas, tant que je serai chef de gouvernement, je voudrais augmenter l'aide à la presse. Pour que les journaux, les radios privées puissent quand même un temps soit peu bénéficier de quelques subsides supplémentaires leur permettant de souffler un peu et de travailler mieux, de produire mieux et d'aller dans l'excellence. Donc pour ça, d'une année à une autre, on va augmenter sensiblement l'aide à la presse. Mais si on augmente l'aide à la presse, ça demande évidemment des résultats. Et que nous aurons aussi les moyens de leur dire, s'ils ne font pas leur travail, de dire que non, ils ne font pas leur travail. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour compléter tout cela et aller de l'avant. Oui, Est-ce que j'ai répondu à cette question? Non, il veut compléter. En fait, les médias publics, comme on le pense, ont besoin aussi de moyens suffisants pour l'exécution de leurs programmes. Qu'est-ce que vous promettez à l'ONAMA, par exemple? Quand vous parlez de redevances ou Pas vrai. Pas vrai ce que vous dites. Ça se voit que vous ne connaissez même pas les chiffres de votre maison. Allez-y, regardez les chiffres de votre maison. Et dans la réforme que je veux justement mettre en route, il faudra que les vrais chiffres, là, que vous connaissiez ça aussi. Vous êtes dans une maison, vous ne savez même pas quel est le budget, vous connaissez le budget global, d'où vient l'argent, comment, ainsi de suite, vous n'en connaissez même pas les détails. Il faudra rendre compte, que les gestionnaires de l'ONAMA rendent compte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opacité dans la gestion. Il faut que la gestion soit transparente à tous les niveaux. À ce moment-là, vous n'aurez même pas besoin de poser cette question. Et vous saurez que l'ONAMA reçoit beaucoup d'argent. L'ONAMA engrange beaucoup d'argent. Et l'ONAMA doit rendre compte de l'argent utilisé pour qu'on sache s'il a été à bon escient ou pas. Oui. Ces chiffres dont vous parlez sont pratiquement virtuels. Non, ils ne seront pas virtuels. Ils seront peut-être plus. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que tout ce qui a été prélevé pour être reversé ne l'est pas effectivement.
On va faire en sorte que ce soit effectivement, mais vous êtes payé tous les mois, madame. Ça ne se limite pas. Pas seulement les salaires. Ça, c'est le Il y a la production, c'est en continu. Oui, la production qui est plus importante, ça c'est sûr. Mais si vous n'êtes pas payé, que votre ventre n'est pas... Enfin, si le ventre est vide, vous allez produire comment, même s'il y a la production. C'est important de faire face aux salaires, aux lourdes charges qui pèsent sur un amas, de payer le personnel, de le payer à temps, de payer aussi ses obligations sociales, ainsi de suite. Vraiment, on veut entrer dans la normalité et faire en sorte que les choses fonctionnent. Parlant justement de la presse, les professionnels de ce corps exercent souvent leur métier dans des conditions souvent assez difficiles, alors que le traitement sur le plan salarial, justement j'en reviens dessus, ne prend pas réellement en compte les risques qu'ils affrontent pour informer. Alors, peut-on espérer de voir la question du statut particulier des travailleurs de ce secteur parmi les priorités de la transition? Je crois effectivement que cette question figure sur la liste de ce qu'on doit faire. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit, par exemple, qu'on va former les forces de l'ordre, les forces de sécurité, à mieux comprendre l'exercice du métier de journaliste. Donc, à vous respecter. Il ne faut pas que, quand on est dans le maintien de l'ordre, qu'on confonde les journalistes et les manifestants, par exemple. On en a vraiment besoin. On y viendra. Vous avez vos jaquettes, je crois, qui vous identifient. Et il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame pour taper sur les journalistes, leur donner des coups de pied, parce qu'on a des comptes personnels à régler avec eux. Donc, c'est pour vous dire, tout simplement, c'est pour vous dire que nous voudrions faire en sorte que ce métier-là, exercé de façon professionnelle, soit respecté. Et je crois que c'est en se respectant les uns les autres, en ne faisant pas du journalisme un commerce dévoyé. On s'est compris, je crois. En ne faisant pas d'un journal un organe de menace permanente, comme c'est parfois le cas. En ayant des journaux respectables, professionnels, bien écrits, avec des investigations inébranlables, en faisant un travail correct. C'est ça. C'est ce qu'on veut. Je pense que j'avais l'habitude de dire, il y a encore quelques années, que la presse tchadienne est l'une des meilleures d'Afrique. Mais malheureusement, depuis quelques années, il y a une tendance qui s'est emparée d'une certaine presse tchadienne et qui fait que c'est insoutenable. En tout cas, moi, je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas soutenir. Et donc, on va nettoyer tout cela. Nettoyer ne veut pas dire supprimer ou quoi, il y a des sanctions. Non, non, non. Vraiment, de façon tout à fait transparente, l'opinion elle-même jugera. Ce n'est pas normal qu'un journal qui tire à 500 exemplaires, que vous ayez son directeur rouler carrosse. Et que ces journalistes ne soient même pas payés. C'est ça la question posée. Il y a beaucoup de journalistes dans la presse privée qui ne sont pas payés. S'ils ne sont pas payés, comment faire? Les magistrats me disaient hier, mais monsieur le Premier ministre, si vous payez mal un magistrat, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura tendance à vendre les procès. Et chez vous, c'est la même chose, les articles sur commande, et les articles payés. Et ça, ce n'est plus du journalisme. Et on va donc faire en sorte que, même de ce point de vue, et c'est pour ça que je dis que l'aide à la presse va être augmentée, c'est pour permettre aux journaux et aux organes et aux autres organes de respirer un peu plus financièrement, et que quand on est journaliste, qu'on ne soit pas un quémandeur, qu'on ne soit pas un voyou, qu'on ne soit pas un mafieux. C'est tout ça qu'il faut faire pour que les journalistes retrouvent leur lettre de noblesse. Je le fus il y a longtemps, donc je sais de quoi je parle. La gestion des conflits inter- et intracommunautaires menace de replonger notre pays dans une impasse. Que compte faire le gouvernement de Kebzabo pour le retour d'une quiétude sur l'ensemble du territoire? Je crois que c'est un peu par ça que j'ai commencé. Vous me donnez l'opportunité d'aller un peu plus loin. J'ai ébauché cette question de conflit. On peut en effet s'interroger pourquoi est-ce qu'en ce moment-ci, dans notre pays, il y a de plus en plus de conflits
intercommunautaire ou de conflit communautaire. C'est ça la question qu'il faut se poser. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des morts tous les jours. J'ajoute qu'il y a des morts suite à des conflits communautaires ou intercommunautaires. Et ça, de plus en plus. Je crois profondément dans la remise en ordre de tout ce qui se passe dans un pays par une bonne gouvernance. C'est important. Si les citoyens ont la preuve que le chef de l'État, le Premier ministre, le gouverneur, les ministres et autres, les gouverneurs et autres ne sont pas des voleurs, que ce ne sont pas des tueurs qui couvrent les tueurs, que c'est des gens qui, par la gouvernance, la bonne gouvernance, ne s'en mettent pas plein dans la poche. Cette image-là, si vous la donnez à votre pays, il y a un certain nombre de pratiques qui vont disparaître. Il faut être exemplaire. Et ceux qui aujourd'hui dirigent ce pays ont la volonté, en tout cas d'être exemplaires, et prions Dieu qu'il les accompagne dans cette voie. Ça, c'est fondamental. Parce que si vos dirigeants, c'est des voyous, des voleurs, des pillards, des trafiquants de drogue, et ainsi de suite, que voulez-vous attendre des citoyens? Ils vont faire comme vous. Et ça va entraîner certainement à des conflits. Et donc, je pense qu'on n'en a pas parlé suffisamment. La bonne gouvernance dans ce pays et à tous les niveaux permet de reparamétrer tous les organes de gestion du pays et de faire en sorte que le calme, la tranquillité, la sérénité reviennent. Conditions sans lesquelles vous ne pouvez enclencher aucun processus de développement. Et ça, c'est important. Lorsque un citoyen saura qu'il peut aller en prison, je crois qu'il réfléchira à 2 fois pour y aller. Ça va partir des choses très simples que nous voudrions faire à partir de l'année prochaine. Il faut que toutes ces épaves qui circulent en N'Djamena ne soient plus visibles, parce que c'est cause de mort. Ça veut dire que ce qu'on a toujours réclamé, qu'il faut continuer de réclamer, il faut le faire. Il faut payer sa fiche technique. Non pas l'acheter. Il faut payer sa fiche technique. Il faut que lorsque vous voyez un car passer, vous soyez sûr que ce car-là peut arriver à destination. Il faut payer la taxe de circulation à tous les niveaux comme c'est prévu par la loi. Il faut surtout assurer votre engin ou votre voiture, votre 2 roues, moto, à quelque niveau que ce soit, jusqu'aux voitures. Et l'assurance est obligatoire de par la loi. Donc toutes ces pratiques-là, on va les restaurer. On va faire en sorte que tout cela revienne. Pas de façon brutale, parce que dès maintenant, on va l'annoncer aux citoyens. On va dire, attention, à partir de l'année prochaine, à telle période, voilà ce qu'on va faire, de façon séquencée pour que les gens puissent s'y conformer. Mais ils vont essayer de frauder, bien sûr. Mais quand ils vont se rendre compte qu'avec un numéro vert qu'on va mettre en place, on peut appeler pour dire que tel policier m'a demandé 1000 francs, et quand on prend ce policier-là, on l'exclut de la police. Les autres vont réfléchir. Donc voilà des petits exemples comme ça que je donne pour dire que la remise en ordre, là, elle est possible dans notre pays. Et il faut s'y faire, il faut le croire, il faut y croire, il faut l'accepter comme un sacerdoce et se dire que c'est ça le prix à payer pour que la refondation soit en effet une réalité dans ce pays et que tout le monde s'y mette et qu'il n'y ait pas de privilégiés d'un côté, qu'il n'y ait pas de Tchadiens à part, mais des Tchadiens à part entière. Des Tchadiens entièrement à part, je voulais dire, comme c'est le cas souvent aujourd'hui. Il faut que nous soyons tous égaux, à tous les niveaux. Si ce combat-là, on peut commencer à le faire et qu'il avance un peu au bout de 2 ans, je suis sûr que le gouvernement qui va venir après 2 ans va trouver de bonnes conditions matérielles et autres pour poursuivre ce combat-là. Le plus important, c'est que la démocratie soit respectée, que les lettres d'or de la démocratie soient respectées dans notre pays. Je pense que c'est possible. C'est vers cela qu'il faut tendre. On ne l'obtiendra pas en un jour ni pendant la transition, ça c'est sûr. Mais il faut que la transition y travaille.
Il faut qu'on travaille beaucoup. Et c'est l'occasion pour moi de parler du travail, puisque j'en ai fait mon credo. Il faut qu'on travaille. Les Tchadiens ne travaillent pas assez, madame. Et vous le savez, hein, même en regardant dans votre maison, là, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui sont bien payés, grassement payés. Et on va mettre fin à ça. Mais je ne veux pas que ça soit régi par la force, par la loi. Non, ce n'est pas dans notre façon de travailler, par notre pratique de travail de tous les jours, qu'on va démontrer qu'on peut changer ce pays, que la refondation ne doit pas être un vain mot, que nous pouvons et que nous devons travailler. Il n'y a pas de peuple sur terre qui dort sous les arbres en attendant la nourriture. Il n'y en a pas. Il faut travailler dur. Et les Tchadiens, c'est un peuple travailleur de par son essence. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on va seulement s'intéresser, faire la pratique de la courte échelle, hein, faire du saut à la perche, là, gagner des galons dans l'armée ou dans l'administration, avoir 18 ans à être directeur général, tout ça, ça va cesser, hein, ça va s'arrêter. Prenez ce que je dis là, et appelez-moi un jour, vous me dites, oh, Premier ministre, vraiment, toi, là, ton affaire, là, c'est comment, j'espère que tu as dit que, et voilà que Dieu nous préserve de tout ça. On viendra évaluer peut-être à mi-parcours cet entretien. Le mi-parcours dans un an. C'est dans un an, le mi-parcours de 24 mois. Monsieur le Premier ministre, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais je voudrais finir avec la situation des sinistrés le long du fleuve Chari et Nogon. Des habitations sont venues trouver les lits de ces deux fleuves. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour que plus jamais ça n'arrive au Tchadien? La situation des inondations n'est pas le fait du gouvernement. Ça, au moins, j'espère que nous sommes d'accord là-dessus. Cela nous est tombé dessus et nous en écopons aujourd'hui les résultats. Et vous savez très bien, vous, journalistes, vous avez des perspectives beaucoup plus grandes parce que vous savez ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu les pays asiatiques, par exemple, le phénomène des cyclones, des typhons, qui sont quasi annuels, qui sont des cycles d'un perpétuel recommencement. Je n'aimerais pas être dans ces pays-là, ni comme citoyen, ni comme dirigeant, franchement. Mais le Tchad, Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup, et c'est pour ça que de temps en temps, il nous rappelle à lui. Et je crois que ces inondations-là vont nous permettre de les transformer. J'ai failli dire en réussite, mais non. On va les transformer en projet pour demain. Parce que, comme vous dites, je ne vais pas dire plus jamais ça. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui fait tout ça. Mais Dieu nous demande à nous de travailler pour nous en prémunir. C'est ce que nous allons faire. Je l'ai souhaité et fort heureusement, cette voie est en train d'être tracée. Je dis, on n'a pas été à l'école pour rien. Beaucoup de Tchadiens ont été à l'école dans toutes ces spécialités aujourd'hui qui concernent les inondations. C'est un spectre de formation. Les cadres existent, les cadres supérieurs existent. Moi, je l'ai appris que les cadres tchadiens existent et qui sont de bonne qualité. Je l'ai appris quand j'étais au CODNI. Parce que tous les textes qui ont été fournis pour la préparation du dialogue étaient impeccables. On n'avait besoin d'aucun expert extérieur pour rédiger quoi que ce soit. Et de la même façon, je dis que nous avons un large spectre d'experts tchadiens qui vont mener à partir de ça toutes les études. Ils ont commencé. Certains éléments de recherche sont déjà pris pour que d'ici à quelques semaines ou quelques mois, certaines conclusions nous édifient et qu'on fasse en sorte que, comme vous le dites, plus jamais ça. Mais attention, plus jamais ça, ce n'est pas seulement N'Djamena. C'est spectaculaire parce que nous vivons ici, on voit les gens vivre sur les bords de route, qui ont fui leur maison, qui sont sous l'eau. Et je dis, comme pour les tremblements de terre, l'acte 2 va arriver. On souhaite que l'eau se retire. Ce sera encore un autre spectacle auquel on va assister parce que les maisons vont s'écouler. Et donc, on n'est pas encore au bout de nos peines. Donc c'est pour ça que
Quand j'ai visité juste deux camps de sinistrés, j'avais le cœur très serré. Voilà des gens qui sont en train de payer une situation qu'ils n'ont pas créée. Mais voilà des gens qui sont en train de payer une situation qui est créée par l'homme aussi, en partie. Quand vous savez que les digues sont parfois cassées nuitamment par certains individus pour créer encore plus de problèmes. Je crois que ça pose problème. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'attends les études des experts, mais je dis de façon plus pragmatique comme ça que les digues. Voilà une solution. Mais il faut des digues pérennes et non pas des digues en terre qui partent à la moindre secousse. Mais il faut surtout des études qui vont démontrer si les digues actuelles sont au bon emplacement ou pas. Ça, je parle des zones d'inondation, je ne parle pas de l'intérieur de la ville. Et l'intérieur de la ville aussi mérite des études. Il faut que des décisions fortes par le gouvernement soient basées sur des études sérieuses. C'est pour ça que je dis qu'il y a des experts tchadiens pour le faire. Par extension, pour ce problème d'inondation, je l'ai dit au CNT l'autre jour, nous avons aujourd'hui plus d'1 million de personnes qui sont frappées, qui sont des sinistrés, dont environ 100 000 à N'Djamena. Tout le reste, c'est à l'intérieur du pays. Nous avons près de 500 000 hectares de cultures qui sont sous l'eau. Et vous ne l'avez peut-être pas vu si vous n'avez pas commencé les achats, mais allez demander le prix des céréales au marché. Le mil, le riz et autres. Le riz, il n'y en a même pas beaucoup, puisque la plupart des cultures de riz sont dans l'eau. Mais ceux qui ont réussi à sortir le maïs, par exemple, des régions traditionnellement productrices de maïs comme la mienne, ont déjà 25 000 francs le sac. Et on n'est pas au bout du compte. Donc il y a une situation très, très difficile qui nous attend. On va donc demander aux Tchadiens de ne pas faire de gaspillage. Il faut que le peu que nous pouvons avoir, qu'on sache le garder parce que les prix vont grimper. Et c'est évidemment, malheureusement, je suis obligé de le dire, le lieu de condamner les commerçants. Les commerçants, et je le sais, ont déjà acheté le maïs, par exemple, sur pied, ou les arachides. Le prix des arachides a triplé à l'heure actuelle. Ils ont déjà acheté avant la récolte. On va prendre des dispositions pour que dans les années qui viennent, cette exploitation de l'homme par l'homme ne continue pas. Mais ça, c'est par l'éducation, par la persuasion qu'on va y arriver. Il y a aussi des mesures maintenant administratives à prendre. On a déjà pris une première mesure pour les régions du nord-est, la région de Wadifira, du Wadaï, jusqu'à Gozbeida, d'où les céréales, les productions sortent aujourd'hui en masse. On a pris des mesures drastiques pour que ça s'arrête. Et je le répète, pour que les gouverneurs de ces régions-là sachent que si on laisse sortir nos céréales en direction d'autres pays, nous créons la famine dans notre pays. Et c'est ce qu'on va faire dans les jours qui viennent. Toute la frontière camerounaise jusqu'à la frontière centrafricaine. On va strictement interdire la sortie de toute culture, de tout produit de culture du Tchad. Parce que ça va aller arranger les autres pays et nous créer un déficit énorme qui va nous obliger à tendre la main, ce que je n'aime pas, vers l'extérieur. Donc, toutes choses étant par heure égale, lorsque vous aurez maîtrisé tout cela, vous comprendrez parfaitement pourquoi je dis, Tchadiens, travaillons pour qu'on soit des patriotes qui aiment leur pays et qui se mettent à l'abri de la famine. C'est vraiment le spectacle le plus désolant auquel j'assiste, avoir faim. Quand tout un peuple a faim, c'est une honte pour ses dirigeants. Nous voudrions faire en sorte que les dirigeants méritent leurs citoyens. Il faut que le titre de dirigeant, là, on le mérite. Et je crois que l'une des choses à faire, à notre portée, c'est d'amener les Tchadiens à manger, j'allais dire, correctement. La deuxième étape, c'est de manger convenablement. Vous allez tous au marché, vous avez vu sur nos marchés les produits alimentaires, je ne sais pas si vous y allez. Vous allez au marché? Si. Il y a un travail à faire là aussi, surtout pour les produits importés. De quelle qualité? D'où viennent ces produits? Donc, progressivement, on va apprendre
à mener toutes les analyses possibles pour voir la qualité de ce que nous mangeons. Aujourd'hui, nous sommes là ensemble en train de faire cette émission et vous apprenez que, je ne vais pas dire vous, bon, moi, vous apprenez que demain matin on dit que ça est mort. Pourquoi? Ce phénomène, il est croissant. Beaucoup de gens meurent, on ne sait pas pourquoi. Mais il faut qu'on mène des enquêtes. Je suis convaincu que ce n'est pas les produits alimentaires. Les OGM? OGM, même des produits trafiqués, qui ne respectent aucune norme de consommation. On nous les balance sur nos marchés puisque nous on a faim, et comme ce n'est pas cher, on achète le moins cher, et forcément les conséquences, on ne les connaît pas. Donc il faudra qu'on fasse un travail de recherche sur tout ce qui entre dans notre pays, pour qu'on voit la qualité de ce qui entre dans notre pays. Et ça, c'est un grand travail à faire. On a un centre de recherche pour cela, on a un laboratoire pour ça. C'est Cogda, oui. C'est Cogda, on va lui donner les moyens de faire ce travail. Et on va faire appel à vous, médias publics. Je reviens sur l'autre volet. Éducation, sensibilisation, information des citoyens. C'est votre travail. Apprenez aux gens à bien rouler ou à bien conduire. Apprenez aux gens à bien consommer, puisqu'on a ce chapitre-là. Attention, n'achetez pas n'importe quoi sur le marché. C'est votre travail. Radio, télévision. Ça, un organe public, c'est ça aussi son travail. Vous allez accompagner le gouvernement dans ce travail pour faire en sorte qu'à terme, ça peut être dans 5 ans, on va assainir tout cela et que le gouvernement lui-même soit en mesure, aux frontières, de ne pas laisser entrer n'importe quoi qui va tuer ses citoyens. C'est ça aussi notre problème. Tout simplement parce qu'à la frontière, vous avez un douanier, un policier, un gendarme corrompu qui laisse entrer n'importe quoi pourvu qu'on leur donne 1 000 francs ou 2 000 francs. Ça aussi, c'est un combat qu'il faudra mener. Mais ça suppose évidemment que dans les réformes qui sont en cours, que le policier, le gendarme soient payés convenablement pour pouvoir faire leur travail normalement. Et qu'ils sachent que s'ils ne le font pas, on va les sanctionner. Et on va les sanctionner avec raison, puisqu'ils sont bien payés et qu'ils sont dans la corruption. Donc voilà un peu, grosso modo, ce que je voulais dire sur tous ces thèmes-là sur lesquels on peut être intarissable, mais dont je pense qu'il fallait qu'on le dise de façon franche, directe, comme on est en train de le faire. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que nous avons reçu comme invité ce soir le Premier ministre, chef du gouvernement, Saleh Kebzabo. Avec lui, il était question de la déclaration du politique général du gouvernement et bien d'autres sujets d'actualité. Hindame Chérif et moi-même, Suleiman Diabo, vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Bonsoir.